Mais en gros, on a eu un casque gaming qui se vendait incroyablement. Le truc était un trajectoire up, enfin parfait. À un moment, quand ça se prend des reviews négatives à la chaîne. Et on se fait défoncer la review, on se fait enchaîner. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est cet abruti de fournisseur. Donc, Paul, d'ici la fin de l'épisode, tu auras une news à partager avec les auditeurs. Ça parce que le timing est parfait en fait. Normalement, l'épisode a duré un peu plus d'une heure. Et à 15h, c'est l'heure à laquelle la journée de vendredi se termine aux États-Unis pour nous. Et donc, j'aurai les chiffres finaux, les chiffres totaux de nos résultats de vente de Black Friday. Donc, je vous les montrerai en fin d'épisode. Qui est du coup de très loin le plus gros jour de l'année? Non, pas très loin. Il y a Prime Day qui est très fort, il y a aussi Cyber Monday qui est très fort pour nous, et aussi Ok. décembre qui reste fort. Donc généralement, c'est dans le top 3 généralement. Ouais. Ok. Pour commencer, est-ce qu'il y a une idée de business que tu es jaloux de ne pas avoir trouvé toi-même et que quelqu'un d'autre a fait à ta place? Moi, c'est Gymshark. Gymshark parce qu'en fait, je m'étais construit un truc dans ma tête qui Raconte un s'est peu ce que c'est écroulé. Gymshark. Alors Gymshark, je pense que vous connaissez, en gros, c'est une marque de vêtements qui s'est notamment fait connaître beaucoup par les influenceurs, par les youtubeurs, donc vêtements de sport du coup. Et en fait, donc le gars, Ben Francis, je pense qu'il est excellent. Euh, et il a juste un an de plus que moi en fait. Et donc, euh, Et donc, au fur et à mesure, Gymshark explosait. Mais moi, en fait, je rationalisais ça. Tu sais, tu compares un peu. Et je me disais, déjà, la première chose, c'est qu'il a fait revenir un CEO et un autre mec exec et leur donner des parts. Et moi, j'étais persuadé dans ma tête qu'il s'était fait avoir, tu vois. Qu'en gros, il a dû, tu sais, c'est un jeune entrepreneur un peu. Il a dû leur donner 10 ans de part et donc il avait plus beaucoup de sa boîte. Il possédait 20% de sa boîte, tu vois. L'autre truc Ok. où j'étais persuadé, c'est que j'étais persuadé que Gymshark perdait beaucoup d'argent. Je me dis, puis en fait c'est ça, ils sont en croissance folle, ils ont des investisseurs, mais en fait, ils perdent d'argent. Et toi, en fait, c'est pas une bonne boîte, toi. Donc, et sauf qu'il y a genre 2 3 ans, déjà Gymshark a été évalué à plus d'1 milliard. Ben Francis a genre 85% de la boîte. Ok. Et ils font genre 40 millions d'EBITDA. Et en plus, ils ont un cash flow positif, toi. Genre en moyenne, ils payent leurs usines genre 6 mois après qu'ils aient. En fait, il a un business incroyable. En fait, c'est un business, c'est spectaculaire ce qu'il a réussi à faire, quoi. Euh, et je pense qu'il a très bien fait. Et le truc, c'est il faut trouver ce sera quoi le prochain. Et c'est un peu comme nous d'une certaine façon. C'est qu'à l'époque où il s'est lancé, les influenceurs, ça coûtait rien, quoi. Nous aussi, à l'époque, on en faisait pas mal. Et tu pouvais envoyer un mec qui a 200 300 000 abonnés, qui allait faire 200 000 vues. Tu peux lui envoyer un clavier gratuit et il allait faire une vidéo, quoi. C'était ce niveau-là en 2015, 2016, 2017. Et donc, il a très bien saisi ça, en fait. Il est allé sur tous les youtubeurs à l'époque. Et après, il y a un peu un effet boule de neige où être Gymshark, c'est considéré comme toi, c'est un peu comme si tu reçois ton truc des 100 000 abonnés. C'est un truc cool. Et donc, il a capitalisé là-dessus. Et il a réussi à faire ça tout en opérationnellement était très bon, toi, parce que pour dégager autant de marge avec autant de cash flow. Et il s'est entouré. Et moi, quand il y a ces deux gars plus âgés qui sont dans le business, j'étais persuadé qu'ils s'étaient fait avoir, toi, qu'ils avaient fait rentrer à des. Il a de plein de part et autres. Mais en fait, non, il leur a chacun donné genre 1 ou 2%, que dalle. Et, et il a step down de CEO, donc il était plus CEO pendant genre 4 5 ans. Et les a laissés scale le business. Ce qui est aussi preuve d'une maturité comme assez incroyable. Tu vois, à 24 25 ans, le mec, il a une boîte qui a explosé. Et il a consciemment dit, je pense que je suis pas prêt pour le niveau là-dessus. Je vais me focuser seulement sur le marketing et un peu produit. Et je vais laisser des personnes plus expérimentées scaler ça encore au-dessus, quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les finances de Gymshark parce que c'est une boîte au UK. Et UK, toute la comptabilité de toutes les boîtes est publique. Donc, vous pouvez inspecter ça vous-même. C'est très impressionnant, quoi, ce qu'il a réussi à faire. Bravo à lui. Ouais, c'est Riverside. On a commencé. Donc, le Riverside, c'est le logiciel qu'on utilise là actuellement pour enregistrer ce podcast. Et tous les deux, on a commencé à enregistrer un podcast en 2015, je crois, Nomad Digital, qu'on faisait sur Skype. La connexion était pourrave et on avait ce truc c'était compliqué, etc. Donc, ce qu'on devait faire, c'était systématiquement enregistrer chacun en local notre son de chaque côté. Et alors, quand on était tous les deux, bon, bah, ça marchait, on avait les sons, il fallait uploader les fichiers, etc. C'était un peu pénible et tout, mais ça fonctionnait. Mais moi, quand j'avais des invités, c'était toujours super compliqué parce qu'il fallait expliquer à une personne qui n'a jamais enregistré un fichier son de sa vie comment installer Audacity, faire le truc, brancher le micro. Une fois sur deux, ils n'avaient pas mis le bon micro sur l'enregistrement son, donc c'était pas toujours ultra fiable, etc. Riverside est arrivé, ils se sont dit, il y a un énorme problème dans ce workflow des podcasters. On va faire une application où ils peuvent se parler et se voir, mais on va enregistrer à la fois la vidéo et l'audio en local sur chaque machine, et ensuite les uploader pour que tu aies des fichiers son qui soient séparés pour chaque individu, et tout en bonne qualité et tout. Et en fait, moi, il y a une époque où tu vois, je cherchais des idées de logiciels en 2015-2016.
Et je sais pas pourquoi, mais ce truc-là, il m'est jamais venu à l'esprit. Mais j'aurais absolument pu penser parce que j'avais ce problème. Je l'avais tous les jours. C'était un Mhm. énorme blocage dans mon workflow. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des podcasts, beaucoup de gens qui faisaient des interviews à distance et tout. Que tout le monde devait se galérer à enregistrer les trucs localement, avoir des bidouillages. Et ça ne m'est jamais venu à l'esprit de faire ce business. Et quand tu vois aujourd'hui, Riverside, ça marche très bien. Ils ont vachement grossi. Je crois qu'ils n'ont pas levé d'argent, ils en ont levé très peu. Ils ont énormément grossi. Et en fait, ils sont positionnés incroyablement bien parce que maintenant, ils possèdent le nerf de la guerre pour les podcasters qui enregistrent leurs trucs. Et là, ils sont en train de sortir plein de fonctionnalités d'IA, de faire des clips sur tes podcasts, d'exporter, d'avoir un éditeur et tout. Ils ont plein de fonctionnalités Mhm. qui sont très cool, qui sont sorties là sur la dernière année. Et je me suis dit, ouais, en fait, ils sont placés un pas mieux. Ils pourraient, par exemple, je sais pas, insérer automatiquement tes pubs dans tes podcasts et prendre une commission là-dessus. Ils sont vraiment positionnés extrêmement bien sur ce marché-là. Parce qu'aujourd'hui, ça serait quasiment impensable d'enregistrer un podcast à distance sans passer par Riverside ou un de ses concurrents. Euh, et c'est hallucinant à quel point ce truc-là, moi j'avais ce problème, c'était tous les jours devant moi et j'ai jamais pensé à faire un truc comme ça. Qui en plus d'un point de vue technique, tu vois, c'est pas trivial parce qu'il faut quand même qu'il fasse des appels, etc. Mais le Surtout via cœur du browser, produit quoi. en Moi, lui-même, j'aurais il pas est. cru que c'était possible de le faire via le browser Ouais. directement, quoi. Mais après, tu pourrais. Ouais, le cœur du Ouais, produit tu en aurais pu lui-même, avoir un tool. il est pas extrêmement compliqué, tu vois, de conceptualiser le cœur du truc. C'est juste l'appel plus les enregistrements en local. Tu Mhm. as ton MVP sur le truc. Donc voilà, Riverside, excellente idée et très bon business aussi derrière, avec beaucoup d'opportunités, je pense, de pouvoir faire des choses. Le programme pour l'épisode du jour, ça va être premièrement nos meilleures idées de business. Deuxièmement, comment est-ce qu'à partir de là où on a le plan de passer au niveau supérieur, donc de grossir encore plus les business. Je vais te poser la question sur ta pire anecdote de fournisseur chinois et quelques autres petits trucs pour terminer. Section, c'est les meilleures idées de business. Qu'est-ce que toi, tu as comme idée à donner à nos auditeurs? Alors, mon idée, c'est une app de tatouage avec de l'IA. Et donc, on va revenir en arrière, d'où vient l'idée originellement. C'est un des premiers business que j'ai essayé de créer, et on a eu pas mal des tentatives ratées. C'est en fait, on va repartir. Je sais pas d'où m'est venue l'idée, mais en gros, je connaissais une fille qui était graphiste, et je lui ai demandé de me faire sur Photoshop un tatouage sur moi. Et peut-être qu'on pourrait partager les photos, mais un tatouage sur moi. Et en fait, je me suis amusé à envoyer à ma mère, en fait. Donc, c'était genre un énorme dragon sur le torse, quoi. Et, euh, et en fait, mon idée, c'est de faire un peu peur ma mère, tu vois. Elle reçoit un truc. Moi, à l'époque, je faisais des études en Angleterre, elle était en France. Et donc, je me disais, c'est un prank, tu vois. C'est juste un prank. Donc, je fais ça. Et ensuite, je lui ai envoyé aussi un autre truc où j'avais fait un énorme dragon dans le dos. Et c'est là qu'elle a commencé à paniquer. J'avais une troisième photo en réserve où c'était un tatouage sur mon visage. Et ça, je l'ai pas envoyé parce que je me suis dit, on passait ça devenait un peu trop extrême. Et je me suis dit, Ouais. putain, c'est super marrant, c'est trop marrant. Tout le monde a le même sens que moi, c'est sûr, il y Ça, a, c'est un un truc à sens de faire. l'humour très particulier. Ouais. C'est ça, il y a un énorme marché, c'est sûr, pour ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à spammer tous les subreddits des différentes universités en disant, bah, vous êtes loin de vos parents, est-ce que vous voulez leur faire une blague? Alors, idéalement, et aussi, idéalement, c'est la semaine après, tu rentres, enfin, tu les vois, tu vois. Idéalement, tu le fais pas, genre, 4 mois avant, tu le fais, et après, ça te va voir avec les tatouages, bref. Et je crois que j'ai eu genre 3 clients, toi, en fait, et personne qui était intéressé. Et tu Euh, vendais combien? et donc, j'aurais vendu 10 pounds. Donc, j'ai fait 30 pounds. Euh, donc, c'était pas énorme. Par contre, mon troisième client, ça a été intéressant. Lui, il s'en foutait de mon prank à la con. Donc, en fait, j'ai deux personnes comme moi. J'aurais dû. Ça aurait pu être Ouais. des potes, je sais pas. Mais du coup. Lui, il était non, moment, en fait, moi, je veux vraiment faire un tatouage, en fait. Et donc, je veux savoir à quoi ressemble l'aventure. Et en fait, ça a trop du sens qu'en fait, un tatouage, déjà, ça coûte relativement cher. Toi, ça peut coûter. C'était pour un taille, mais toi, 500, 1000 euros, 2000 euros, ça peut aller très facilement là-dessus. Et c'est un truc en plus que tu as pour la vie, tu vois. Donc, ça vaut le coup, potentiellement, de voir à quoi ça ressemble sur Photoshop avant d'en faire un, quoi. Et la plupart des tatoueurs, et je pense que c'est toujours le cas, en fait, généralement, il faut un dessin quand tu es là, mais en fait, c'est pas le même. Alors là, tu pourrais le produire assez fidèlement sur Photoshop. Donc, lui, c'est là qu'il faut que je fasse du business. Et, euh, et donc, j'ai commencé à prospecter toujours à l'époque, c'était vraiment sur Reddit, donc les subreddits de tatouage et autres, en disant, bah, j'offre ce service et autres. Là, il y a eu un beaucoup plus gros flux de clients. Encore une fois, je proposais un prix qui était vraiment très bas, 10 pounds. Et c'est là où c'était pour une erreur, parce que je me suis dit, 10 pounds, ouais, mais je vais trouver des Pakistanais. À l'époque, c'était Odesk, je crois que ça s'appelait. Non, ça s'appelle. Je sais plus c'est quoi le nom de Upwork. la plateforme Upwork. Euh, mais sauf qu'en fait, pour 10 pounds, je ferais des révisions illimitées. Et c'était, en fait, ça devenait, au lieu d'être le truc, ils voulaient le truc final sur eux, ça devenait un truc, leur moyen de brainstorm, toi.
On disait, ah, mais si le dragon, tu le mettais à 80 degrés au lieu de comme ça, si tu changes la couleur et autres. Et donc, en Ouais. fait, il me donnait 10 pounds et moi, je payais genre 40 pounds le graphiste, tu vois, pour faire toutes les révisions. Ok, Et ouais. donc, ça marchait pas. Sauf que actuellement, tu peux te souvenir de ce problème de main-d'œuvre avec l'IA, en fait. Tu peux facilement, je suis sûr que c'est possible d'avoir une très bonne IA qui te fera, tu uploads la photo de toi et tu dis, je veux que tu mettes ce tatouage avec ce design là-dessus et même de faire un peu, présente-moi 5 idées différentes, tu vois. Ce serait largement faisable. Ouais. Donc, tu as ça qui est résolu. Et en plus, maintenant, tu as aussi les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus présents qu'à l'époque. Et donc, tu pourrais rendre ça un peu viral, dans le sens un peu comme les filtres. Ça, c'est très populaire, ça, les filtres où ça te met comme si c'était une étudiante dans les années 90 ou peu importe. Et tu pourrais partager. Reparlons Il y a de celui-là, de Epic AI, parce que je pense que le truc de les gens Ok. qui veulent voir leur tatouage avant de le faire, c'est un marché. Mais je pense que les gens qui veulent dire ah regardez je partage sur mes réseaux sociaux si j'avais un tatouage regardez comment j'aurais l'air cool et tout ça je pense que c'est un C'est plus ça. gros marché parce qu'il y a Un peu cette plus cher. viralité qui est énorme en fait. Et que C'est ça. t'es pas limité à juste vendre aux gens qui veulent se faire un tatouage maintenant, ce qui est un petit nombre de personnes qui actuellement sont en train de réfléchir pour un tatouage. Là tu peux vendre à toutes les adolescentes du monde entier quoi quasiment. C'est Et ça. donc, et donc parlons un petit peu de Et toi aussi, Epic.ai qui essaye. est je Ouais. pense un énorme, un colossal succès. Donc, ce que eux ils te permettaient de faire, c'était de transformer ta photo en yearbook, donc en photo du carnet de fin d'année, Fin quoi, d'année. Ouais. des années Mhm. 90, un peu en mode vintage. Et ça avait généré, combien ça avait généré Epic? Ça avait généré voilà, des millions. En 2 semaines, ils avaient fait 2 millions quasiment de chiffre Mhm. d'affaires parce que bah, il fallait payer 5 dollars. Donc, c'était impressionnant, c'est que les gens payaient pour générer des photos IA, ce qui est étonnant. Il les postait ensuite, bien sûr, sur les réseaux, ce qui faisait une viralité énorme. Donc, apparemment, ils sont allés jusqu'à 5 millions par mois de chiffre d'affaires là-dessus. Donc, après, ça ne durera pas pour toujours, évidemment. C'était un effet de viralité. Et c'était assez intéressant maintenant c'était fait parce que tu pouvais payer 5 dollars, mais je crois que si tu payais 10 dollars, c'était plus rapide et tu pouvais skip la queue. Il te disait C'est ça qui attendons. était incroyable. C'est qu'en fait, nos- alors je sais pas si Ouais, je pense que c'est véritable, hein, mais en fait, tu pouvais pas. À un moment, il y a trop de queues, tu pouvais pas en fait le faire quoi. Et donc, tu as un peu le ouais, FOMO. C'est tout le monde en train de poster leur truc, moi, j'y arrive pas. Et là, toi, en plus, sur téléphone, c'est un clic pour payer. Toi, tu le sens moins que si, boum, 5 dollars et c'est parti quoi. Et il y a beaucoup de filles du coup qui ont payé ça. voilà. Donc ça vient de Corée du Sud à l'origine et je pense que ça a pas mal popé en Asie assez rapidement. Et la question du coup, moi je me pose depuis, c'est ok, mais c'était un truc tellement spécifique, tellement chelou, ils ont fait des millions en disant on va mettre tes photos en Yearbook, mode quoi. années 90, c'est tellement spécifique. Mhm. Tu dis, mais il doit y avoir 100 autres idées potentielles dans ce Carrément. domaine qui sont pas plus compliquées à faire parce que la seule différence après, c'est juste un prompt différent. À mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, qui pourrait potentiellement popper. Et je pense que la vraie difficulté pour moi, le point de levier ici, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas directement lancé ça. Je pense que le point de levier, c'est comment est-ce que tu sais quels sont les bons influenceurs payés pour lancer cette machine en fait. Comment est-ce que tu démarres cet effet de viralité? C'est très compliqué de comprendre comment lancer un effet de viralité à partir de zéro. Et à mon avis, il faut taper sur les bons influenceurs. Et on sait bien que les bons influenceurs ne sont pas toujours ceux qui ont le plus d'abonnés. C'est ceux qui ont le bon niveau de coolitude versus leur popularité. Et le Mhm. genre de personnes qui sont suivies par beaucoup d'autres personnes qui sont eux-mêmes des influenceurs, etc. Et si tu veux attaquer un marché où tu dis, bon, potentiellement, il faut qu'on explose en premier au Corée du Sud ou aux Philippines ou au Et Japon, je sais pas si etc., tu pourrais aussi comment le tu tapes faire là-dedans? par niche. Genre, t'as un truc qui s'appelle Cottagecore, je crois. En fait, c'est en gros des filles qui aiment bien en fait toute la thématique un peu cottage, donc un peu, je sais pas comment dire en français, Donc, c'est ce que tu disais dans l'épisode précédent, c'est vivre. les Sam Sulek féminins, les vibes C'est ça, vivre cool. un peu à la ferme, tout ça, avec les trucs un peu à l'ancienne, c'est de paysannes. Enfin, et donc Ok. ça, par exemple, si tu pourrais faire exactement une app là-dessus, en fait, bah, à quoi tu ressemblerais comme ça, et hop, et donc tu peux, là, les influenceurs targetés sont très faciles, quoi, parce que tu sais exactement les filles qui sont là-dedans, Ouais, ouais. donc tu pourrais le faire. Et je pense, effectivement, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus, en fait, parce que tu pourrais, si j'étais dans cette boîte coréenne, je Bah, serais en mode, putain, c'est comment on bien fait possible fois, qu'il y ça, en ait fois plein 50, quoi, et que soit il y en a et plein qui que ne ça marchent meurt, pas, soit ouais. que nous, on n'en entend pas parler en fait. Je pense que Epic.ai, c'était juste un outlier énorme qui a fait 5 millions en un mois et qu'il y en a peut-être il y en a peut-être plein qui font 100K, tu vois, mais qui n'ont pas le même niveau. Parce que après, Mhm. la viralité, c'est comme beaucoup de choses, c'est une power law. Donc en fait, il y en a un qui est tout en haut de la courbe, mais il y en a plein d'autres qui sont là. Je pense qu'Epic.ai, tout le monde en a parlé et c'est devenu mainstream parce que c'était tellement énorme. Mais il doit y avoir plein d'autres opportunités à ce niveau-là qui sont peut-être pas aussi énormes, mais qui valent le coup pour
vu la complexité, parce que vraiment, ce produit, il est assez trivial à faire. Enfin, moi, je pense que quasiment, Mhm. je serais capable de le faire moi-même, tu vois. Après, je connais pas non Je plus devais les vraiment- coûts de serveur, quoi. À quel point c'est rentable, toi. Bah, il y a des Ça me paraît coûts, mais il rentable, y a mais des 5 coûts, dollars, mais c'est énorme. pour générer 10 images, ça coûte pas 5 dollars. Donc, voilà. Mais ça coûte combien, tu C'est penses? Tu vois, ça coûte 10 centimes ou plutôt 1 dollar ou plutôt, toi, ouais, quelques centimes. Quelques centimes. Ça, je sais pas ça fait exactement différence, ce ouais. qu'ils utilisent comme techno, mais sur Stable Diffusion, euh, on peut regarder. Sur Stable Diffusion, tu as 1000 crédits pour 5 dollars et tu peux générer plusieurs centaines d'images, tu vois. Donc, après, combien Une d'images ils crédit te pour. donnaient, eux, Ok. Epic Pro, une vingtaine. Euh, voilà. Moi, sur Stable Diffusion, j'ai 10 dollars pour 1000 crédits, ce qui est suffisamment pour 5000 images. Mais supposons que tu veux faire plus d'itérations et tout, peut-être tu fais 2000 images, mais dans tous les cas, pour 10 dollars, tu as fait 2000 images, tu en as donné 10 par personne, tu vois, tu Ok. es sur quelques centimes par image. Tu as des coûts de serveur, mais sur la génération d'images, ils sont pas colossales. Les coûts de serveur, par contre, deviennent vraiment douloureux si tu commences à faire de la vidéo et tout, parce que la vidéo, en gros, Mhm. tu génères une image, enfin, tu génères genre, tu vois, 20 Forcément, images ouais. par seconde de Mhm. vidéo. Donc, c'est là où ça commence à coûter très cher, mais sur ce genre de truc, tu t'en sors. Ça dépend exactement quelle techno tu utilises, mais je suppose qu'ils utilisent Stable Diffusion et qu'en plus, il y a des moyens plus cheap que ce que je t'ai montré de faire ça. Donc, à mon avis, c'est vraiment un truc de coût d'acquisition du client. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il fut une époque où les gens ne payaient pas pour des apps. C'était un peu le truc, ok, pour faire payer les gens 99 centimes sur ton app pour un abonnement Mhm. à vie et tout, c'était dur. Et aujourd'hui, les gens vont payer 5 dollars juste pour un même. Pas ce qui est rationnel au final, parce que les gens paieraient 5 dollars pour un cookie, pour une gaufre, pour un machin. Donc pourquoi ils ne paieraient pas 5 dollars pour un truc à poster? Mais à l'origine, ça ne semblait pas assez concret, donc les gens payaient moins pour ça. Aujourd'hui, c'est totalement normalisé. Et aussi, je pense, le truc de toutes les cartes bleues dans l'App Store, le paiement en un clic. C'est ça, ça Euh, va vite, ouais. S'il y a suffisamment assez de preuves sociales, tu fais. Moi, du coup, mon idée, c'est aussi un truc d'App Store et un truc d'app, et c'est aussi quelque chose qui exploite l'IA. Mais je pense qu'il y a une grosse opportunité sur les applications éducatives avec l'IA. Il y en a un à qui j'ai filé pas mal d'argent, ça s'appelle Bimiboo. Euh, et Bimiboo, je vois qu'ils font 1 million par mois C'est-à-dire, tu l'as de fait pas chiffre d'argent, d'affaires. t'as investi ou tu payes juste pour Non, tes enfants? je dépense. J'ai un petit Tu pourcentage, je penses? sais, 1 million par mois. C'est moi qui achète des applications éducatives pour mes enfants. Tu sais, c'est des jeux, des trucs sur l'iPad, elle aime bien et tout, c'est cool. C'est des applications qui sont bien faites, mais qui sont ultra simples. Tu vois, c'est juste un petit personnage et tu glisses, ou il y a des applications de coloriage. Celles qu'elle préfère, c'est le coloriage. C'est juste des dessins et tu as un stylo et tu colories, quoi. Et ce qui est drôle, un point, c'est qu'ils font 1 million par mois sur iOS et 100 000 sur Android. Mais ils ont 2 millions de téléchargements sur iOS et 700 000 sur Android. Donc en gros, ils ont un tiers des téléchargements sur Android, mais un dixième du chiffre d'affaires. Euh, une partie de ça, c'est que les gens dépensent moins sur Android. Et aussi le truc, normalement, en fait, en Android, ils ont plus de téléchargements. Et là, ils ont plus de téléchargements sur iOS parce que ces applications, elles ont beaucoup plus de sens sur iPad, je pense, que Ouais, sur, c'est ça. que sur téléphone. Et voilà, notamment Et si tu aussi, as le les gens qui stylo sont pour le prêts à payer coloriage. pour les apps éducatives, je pense que c'est les gens qui ont plutôt de l'argent aussi. Ils sont, ils Et sont, c'est ils ça sont qui sur doit une te app. corréler. Voilà, donc ils ont plein d'apps. Leur application la plus populaire, c'est Drawing for Kids, donc c'est juste du coloriage. Et ça fait 100 000 dollars par mois, mais c'est vraiment une application. Littéralement, je crois que tu payes 5 dollars par mois pour y accéder. Et c'est juste, tu as des coloriages et tu peux faire des coloriages et de temps en temps, tu as des nouveaux coloriages qui arrivent, quoi. Donc c'est ultra simple. Selon LinkedIn, ils ont environ 30 employés, tu vois, pour faire leur millions de dollars. Donc à mon avis, niveau marge, c'est pas mal. Les 2 tiers sont en Ouzbékistan de leurs employés. Et leur, Le leur marché encore PDG, meilleur? ouais, je pense. Leur PDG, c'est un Kazakh. Ils ont lancé la boîte en 2016, donc c'est pas trop longtemps. Ils ont pas mal cartonné. Et moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce que tu pourrais pas faire une app où juste ton enfant il dit ce qu'il veut et ça lui génère le dessin qu'il veut et après il peut colorier tout ce qu'il veut. Donc en fait, il peut tout ce qui lui vient dans l'imagination, il peut faire. Donc j'ai testé parce que Ça récemment, serait cool, ouais. donc avant que Sam Altman se fasse sortir, il avait fait un dev day à OpenAI. Et un des éléments qu'il avait montré, c'était la possibilité de pouvoir créer des GPT. Un des GPT qui avait été ship dans ChatGPT+, c'était un truc de coloriage. Donc en gros, la manière dont ça fonctionne, c'est juste que eux, ils ont fait un prompt de voilà, on va te donner une instruction, fais un truc de coloriage, fais-le juste en noir et blanc, etc., etc. Donc, du coup, tu lui donnes des trucs et ça marche super bien. Donc, ta fille, elle veut, ah, moi, j'ai envie d'avoir une princesse avec un dragon, avec un château, et aussi, il y aura un pirate et tout. Et en fait, tout ce que l'enfant il peut imaginer, il te le décide. Et ce qui est assez drôle, c'est que, et c'est là où vraiment Dali, en termes de génération d'images, est vraiment sympa,
c'est que si tu lui demandes un truc qu'il ne peut pas faire pour une raison X ou Y, tu peux négocier avec lui, tu peux discuter avec lui, etc. Donc, par exemple, souvent, la petite, elle veut des personnages Disney, par exemple. Les personnages Disney, ils sont copyrightés, donc Dali ne voudra pas te les donner. Mais il te dit, bah, plutôt que de donner la princesse, moi, ce que je peux faire, c'est plutôt que de donner Blanche-Neige et les 7 nains, ce que je peux donner, c'est une princesse avec des cheveux noirs qui habite dans la forêt, dans une petite maison, avec des petits Avec cette personnages. petite Mais du personne. coup, on va pas, avec cette petite personne, on va pas appeler ça Blanche-Neige et les 7 nains, mais on te la donne, tu vois. Et en fait, il te propose lui-même spontanément une alternative de ce que tu peux faire. Parce que du coup, Dali, le modèle, il est intégré avec le modèle de chat de GPT. Et donc, du coup, il travaille bien avec ces prompts-là. Donc, en fait, après, ce que tu fais, bah, tu vas sur l'application de ChatGPT, tu as directement la dictation vocale, et tu peux dire, OK, appuie là, tu dis ce que tu veux, et boum, ça te sort ton coloriage en 30 secondes. Et je me dis, si les gens payent 5 dollars pour avoir leur application de dessin, est-ce que tu pourrais pas faire ça? Et puis après, tu as un pitch marketing qui est assez cool, quoi. Ton enfant, il peut dessiner tout ce qui lui vient en tête. T'as pas trop de problèmes de Ah, c'est sécurité parce l'imagination que des enfants. ouais, tu piggyback sur la sécurité de Dali, tu vois, où Dali, si tu dis, OK, dessine-moi un mec qui se fait trucider et tout, il veut pas. L'autre jour, j'ai essayé de lui demander, donne-moi la Challenger Space Shuttle qui avait explosé. Je dis, montre-moi la Challenger Space Shuttle qui explose. Parce que, mais non, je ne peux pas dessiner un truc avec des vraies personnes qui sont mortes. C'est une tragédie, etc. etc. Ça, Et c'est bon, ouf, bah, hein. du coup, C'est donne-moi incroyable, juste ça. une autre fusée. Il me fait, ah, ok, voilà une fusée qui explose. Donc, tu peux, niveau sécurité, etc., c'est pas mal. Donc, je pense que même pour les enfants, juste en utilisant l'API de OpenAI, ça marcherait. Et après, ils peuvent colorier et tout. Et c'est trop cool. Et je pense que les parents valorisent pour leurs enfants ce truc de créativité, ce truc d'inspiration et tout. Le besoin Et est puis surtout, trouvé, en la fait, ce que demande tu est trouvée, vendrais, les en gens fait, c'est une dépensent. interface simple, quoi. Parce que c'est compliqué pour un enfant, quand même, d'aller sur DALL-E, ChatGPT ou autre. Ah oui, Donc non, là, ils peuvent. t'offres une Ouais. interface directement. Oui, t'offres une interface juste C'est en pour faire. fait. C'est clair que les parents. Et puis, de toute manière, il faut que le parent il paye ChatGPT Plus pour avoir accès à ce truc-là. Donc, de base, Ouais, tu donc vois. c'est vrai que ça, c'est. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai testé avec ma Je fille. pense que Et tu donc, devrais le après, faire. À mon avis, ça du se coup, tient. ouais, je pense que c'est assez drôle. Et après, du coup, bah, je lui ai fait colorier les trucs et elle a bien kiffé. Ça l'a fait marrer. Elle avait des idées. Ah, maintenant, fais ci. Ah, maintenant, fais ça. Tu vois. Ah, maintenant, fais-moi un dinosaure qui fait ci. Ah, maintenant, fais une princesse. Elle veut des personnes, tu vois, de la famille. Elle veut, ah, telle personne de la famille. Donc, il faut lui expliquer que ChatGPT On sait pas qui c'est. ne sait pas qui est ta tante. Mais je suis là, Même bon, ok, Yvonne. ouais. Donne-moi une femme blonde en robe des princesses, etc. Tu vois. Voilà, j'ai bien kiffé cette idée. Si je me chauffe à trouver un développeur d'app mobile ou si un développeur d'app mobile veut travailler dessus ou directement voler l'idée, contactez-moi ou ne me contactez pas et faites-le tout seul. Section numéro 2, passer au next level. Donc, on t'avait présenté la semaine dernière, tu fais du Amazon FBA, tu es un peu en dessous des 30 millions, mais tu n'es pas aux 30 millions. Qu'est-ce qui t'arrive et quel est ton plan en fait pour progresser encore? En fait, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on stagne un peu, justement. Que chaque année, je me dis, c'est bon, cette année, c'est là on va dépasser les 30 millions, on va passer ce cap-là. Et en fait, on coince à chaque fois. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, chaque année, tu trouves des raisons différentes. Toi, bah, il y a eu le Covid, après, il y a eu l'après-Covid. Toi, t'as toujours des. Mais cette année, j'essaie de faire un effort en plus de regarder s'il n'y avait pas un peu on va dire, des problèmes plus systémiques, toi, plutôt que juste de circonstances. Et je suis arrivé un peu sur 3 trucs différents. Le premier, qui est un gros problème des business Amazon, c'est l'érosion des ventes avec le temps. Donc, typiquement, un produit, en fait, tu vas le lancer. S'il fonctionne bien, il y a un potentiel sommet, puis chaque année, généralement, ça va baisser, quoi. Il y a plein de raisons pour ça, mais de un, c'est que l'algorithme Amazon a tendance à récompenser les nouveaux produits, donc ils ont tendance à pousser cela. Et aussi, simplement que le marché évolue. Toi, que si tu as trouvé une bonne niche, généralement, il y a d'autres qui vont entrer, qui vont prendre des parts de marché. Donc, ça se fait qu'il y a de l'érosion. Et nous, l'érosion, on s'est rendu compte, était incroyablement violente pour nous. En gros, en 2018, on a atteint quasiment 20 millions. Je crois qu'on était à 19 millions de CA. Donc, forcément, ça, c'est tous les chiffres, tous les produits qui ont été lancés en 2018 et avant. Tu es arrivé à faire en 2018 19 millions de CA. Ces mêmes produits, en 2023, ils représentaient genre 3 millions d'euros de vente. Tu vois. On est passé sur Ouais. les mêmes produits de 10 millions à 3 millions. Donc, en fait, ça s'est écroulé. Euh, et la raison pour. Donc, il y a déjà Amazon qui est un peu comme ça. Et l'autre problématique qui nous a un peu. C'est qu'on vendait aussi, on était beaucoup dans tout ce qui était gaming. Et gaming, en fait, c'est le pire marché en termes de cycle de vie, quoi. C'est en gros, tous les 2 ans, soit la technologie change, soit la mode change, c'est impossible, il n'y a aucun casque actuellement sur Amazon qui se vend très bien, qui était là en 2018, quoi. Ça n'existe pas. Euh, donc ça, c'est une raison, c'est l'érosion des ventes, qui est aggravée un peu par les catégories qu'on a choisies. Donc c'est un peu tiré une balle dans le pied dans ce point de vue-là. Euh, le deuxième truc aussi, c'est qu'on
on a un peu atteint un plafond dans ce qu'on pouvait gérer potentiellement. Je crois qu'on a maintenant on a peut-être 200-300 produits. Et en fait, tu as une limite sur le nombre de produits qui peuvent être gérés un peu à la mano, quoi. Un peu, tu vois, avec une personne qui a un peu tout en tête et qui tient tous les produits. Moi, ma façon de faire, c'était un peu de scroller tous les jours et voir un peu les produits qui performent bien, qui performent bien. Et ça, c'est pas vraiment scalable. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec la plupart des gens qui rejoignent l'équipe qu'ils aient ces capacités. Et donc, ce que j'ai tendance à faire beaucoup, c'est pousser en fait à avoir des gens de plus en plus intelligents, tu vois, de plus en plus capables. Alors qu'en fait, et peut-être tu aurais dû prendre cette énergie et la consacrer au fait de créer des systèmes qui font qu'une personne, même peut-être pas totalement incroyable, puisse être efficace parce on a des process et systèmes qui font que tu peux gérer un portefeuille de produits assez large plus facilement. Donc il y a un peu ça, c'est en gros, on a arrêté des produits, on en a lancé de nouveaux, mais en n'étant pas en capacité de bien gérer des produits, en sachant qu'en fait c'est un peu un cercle vicieux parce que quand tu gères mal un produit, par exemple tu as trop de stock, ben dans ce cas-là, tu vas devoir pousser les ventes en cassant les prix. Donc tu perds de l'argent, déjà, c'est pas cool. Mais en plus, vu que tu pousses les ventes, ça te massacre ton forecast. Parce qu'en fait, tu vends à perte. Et donc, ton forecast, il dit, bah, on vend super bien. Donc, on devrait le recommander. Sauf qu'en fait, tu es en train de vendre à perte. Donc, tu peux te créer plein de problèmes. Après, tu peux être en rupture parce que tu vends trop vite. Enfin, en gros, un produit qui est mal géré, il- derrière, il requiert encore 10 fois plus de travail. Ce qui fait que tu as un peu l'effet un peu whack-a-mole, quoi. Donc, tu tapes une taupe et tu as un autre qui apparaît. Tu gères mal un produit, donc tu en ignores un autre qui ensuite part en couille et tu dois rattraper celui-là et voilà, tu te retrouves un peu coincé. Donc c'était un peu le deuxième problème, enfin le deuxième facteur que j'ai identifié qui nous bloquait. Et le troisième, c'est aussi un peu couillon, mais c'est un peu le manque d'intensité. En fait, pourquoi on était un peu sur un rythme de lancer 40 produits par an environ. Et en fait, tu fais le calcul, tu vois, si nos 40 produits par an, ils nous rajoutent, je sais pas, 6, 7, 8 millions de CA, bah, qu'est-ce qui se passe si on fait 80 produits par an? Qu'est-ce qui se passe si on fait 120 produits par an, en fait? D'un coup, là, on dépasserait les 30 millions, quoi. Donc, en gros, l'idée cette année, c'est un peu d'attaquer ces trois points-là, d'avoir moins d'érosion en nous construisant sur des catégories qui sont plus evergreen. Donc evergreen, c'est-à-dire elles vont durer plus longtemps. Toi, si tu vends des, je sais pas, des crayons pour enfants, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans le marché des crayons pour enfants. Toi. Si un crayon pour enfant il est bien maintenant, il sera bien dans 10 ans. Encore une fois, si tu vends un casque audio, c'est pas du tout la même chose. Donc, allez, ces catégories sont plus evergreen. Euh, Automatiser et processer beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant pour justement qu'on puisse gérer un portfolio plus large de façon optimale. Et le troisième point, du coup, c'est aussi simplement bourriner en termes de lancement de produits, quoi. On sait qu'on peut lancer des produits qui fonctionnent et du juste y aller beaucoup plus à fond que ce qu'on faisait avant. Donc c'est un peu le plan pour l'année à venir. Et si tout En se passe étant hors bien, Amazon, est-ce que tu vois un... Ouais, vas-y. si tout se passe bien, quel est le chiffre que toi tu voudrais atteindre et c'est quoi la trajectoire que tu voudrais sur les prochaines années? Nous, on doit atteindre 35 millions l'année prochaine. Euh, donc ce serait l'objectif. Et en gros, sous 3 ans, être à 70 millions, c'est l'objectif. Et à terme, ben, encore une fois, on parle de très long terme, c'est 10 ans. En gros, ce serait un peu arrivé à 200 millions, quoi. Ce qui, encore une fois, est très spéculatif. Euh, mais c'est un peu la trajectoire qu'on devrait. En gros, c'est une croissance de genre 20% par an. Ce qui n'est pas évident, hein. Plus tu chiffres montent, plus c'est dur. Mais c'est 20% par an niveau cash flow, ça tient. Niveau équipe, ça peut tenir. C'est pas non plus un rythme d'hyper growth où tout va à volo tout le temps. Donc c'est gérable. Et encore une fois, ça dépend aussi beaucoup du niveau de compétition sur Amazon et ce qui se passe à ce niveau-là, quoi. On est forcément, ça peut jouer beaucoup en notre faveur ou en notre défaveur. De mon côté, sur la question du palier, j'ai aussi eu cet élément où j'ai eu un palier. En fait, pour moi, c'était simplement un élément de... Pendant des années, tout ce que j'avais à faire, c'était faire plus de vidéos, Mhm. lancer une formation par an, et le business grossissait voilà, sur une ligne droite, quoi, directement. Et à un moment donné, cette ligne droite a arrêté de grossir parce que simplement, on ne pouvait plus scaler l'audience de la même manière. Et donc, c'est bien, moi, j'ai encore envie de grossir. Et comment est-ce que je fais x10 sur mon business, sur mon chiffre d'affaires globalement, si je ne peux pas faire x10 sur mon audience parce qu'il n'y a pas 10 fois plus de gens sur Mhm. YouTube francophone qui sont intéressés par le marketing et qui ne me connaissent pas. Et donc là, tu commences à réfléchir différemment à ton truc. Et je pense qu'il y a, notamment dans mon milieu, il y a un peu un fétichisme des formations qui se justifie logiquement par le fait que les formations, c'est un business model qui est extrêmement rentable et extrêmement simple, avec Sympa. très peu de complexité, très peu de difficultés, qui est fun à faire parce que c'est de la créativité, etc. etc. La réalité, c'est que les créateurs de contenu à l'échelle internationale qui vont vraiment avoir les plus gros résultats et qui vont faire des dizaines, des centaines de millions, un jour qui vont atteindre les milliards, etc.,
ils vendent jamais des formations. Ils vendent des produits annexes qui peuvent scaler en dehors de l'audience. Donc, Nathan Barry est un mec qui a créé un framework que j'aime bien qui s'appelle le Billion Dollar Creator. C'est un trajet que lui-même il a eu parce qu'il a créé, à l'origine, c'était un petit blogueur qui vendait des e-books, qui devait faire 40 000 dollars par mois d'e-books ou 50. Est-ce Et il a lancé, son truc, il l'a écrit après coup ou avant? Parce que s'il l'a écrit avant, ce serait tellement stylé. écrit quoi Son, avant? son framework. Ce framework, il l'a écrit après. Il a écrit un framework Après, ok. il a créé un framework qui décrit plutôt en fait ce qu'il a vu chez différentes personnes, mais c'était aussi lui Mhm. ce qu'il avait fait. Par contre, il avait à l'époque où il faisait ses e-books, il a dit ok, moi j'ai envie de faire un SaaS, j'ai envie d'avoir du revenu récurrent, etc. Donc il a lancé un SaaS qui s'appelle Convertit qui gère les emails. Et aujourd'hui, Je crois Convertit, qu'il a ça même fait un tué les e-books à ce moment-là, non? Je crois il a même qu'il a arrêté. décidé en gros. En fait, il a une histoire un peu particulière où pendant un moment, il a lancé Convertit, ça marchait pas trop. En gros, ça faisait 1000 dollars par mois, ça marchait pas trop. Et à un moment donné, il a parlé à un mec qui était, je crois, Ethan Shah, qui lui a dit écoute, il faut soit que tu te focuses sur le SaaS et tu le fais sérieusement, soit que tu le fermes. Mais arrête de le faire à moitié, d'avoir ce truc-là qui traîne et l'autre, etc. Donc là, il a dû prendre la décision vraiment dure de se dire je vais me focus à plein sur ce truc qui fait 1000 dollars par mois pour le scaler. Et là, du coup, ça a scalé très vite. Et en un an, il était à 80 000. L'année suivante, il était à 300 000 par mois, etc. de revenus récurrents. Aujourd'hui, ils sont à plus de 3 millions par mois. Et là, ConvertKit s'est valorisé environ à 300 millions. J'ai vu passer des chiffres récemment voilà, sur leurs multiples, etc. Donc lui, c'était un gars qui était un créateur, mais qui a créé quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, il a ce framework qui décrit d'autres éléments. Donc, une manière d'appeler ce framework, c'est la méthode Kardashian, puisqu'en fait, tous les Kardashians ont créé le contenu, sont devenus célèbres, mais tout leur argent est venu de marques qu'elles ont construites, qu'elles ont ensuite pu revendre. Euh, il y avait des marques notamment de maquillage et des marques d'habits, des fringues de mode. Mais il y a plein d'autres exemples. Par exemple, Joe Rogan avait des parts dans Onit, la boîte de Honnête. Ouais. suppléments. Russell Brunson, c'était un vendeur de formation qui a ensuite lancé ClickFunnels. Et aujourd'hui, ClickFunnels, ça vaut quelques centaines de millions. Tu as Dr. Dre qui a lancé Beats by Dre, qui a évidemment fait beaucoup plus d'argent en vendant ça pour 1 milliard à Apple qu'avec sa Mhm. musique. Il y a MrBeast qui est aujourd'hui en train beaucoup de déployer ce modèle. Et aujourd'hui, la grande marque sur laquelle lui, il investit le plus, c'est Feastables, sa marque de Mhm. barres chocolatées. Et sur les Frenchies qui a gagné sa place dans cette liste, il y a un mec qui s'appelle Aurélien Amaker, qui était à l'époque un vendeur de formation français un peu connu, mais pas au top du game, qui a lancé System, enfin pas au top, il était au top du game, mais c'était pas le plus gros. Et il a lancé System.io, qui est un énorme carton et qui aujourd'hui, je crois, ça fait entre 5 et 8 millions par an, je pense, de chiffre d'affaires, mais sur du SaaS, c'est du récurrent, Mhm. etc. C'est vraiment bien. Et qui a du coup réussi à faire ce pivot de dire, bah, il a beaucoup, Est-ce qu'il beaucoup y en plus a de gens aucun qui utilisent en System.io que. mainstream France qui l'a fait? Il n'y en a Bah, il y a pas, lui. hein. C'est vrai qu'il vient en tête de youtubeur. Non, en mainstream. Tu vois, une situation ou un Inoxtag qui ferait un peu comme MrBeast. Il n'y en a aucun qui a fait ça. Toi, Je comme connais Logan pas Paul assez avec bien Prime. je connais pas assez bien la nouvelle génération des youtubeurs français. Ce qui est vrai, c'est que sur l'ancienne génération, bah, il y a Squeezie et compagnie qui avaient créé leur agence de management, Talent Web, qu'ils avaient Mais c'est un revendu. peu différent, quoi. Ouais. C'est un peu différent. Mais c'est sur la nouvelle génération, je sais pas, mais à mon avis, il doit y avoir des gens qui le font. Il y a un gars qui avait lancé une chaîne je ne sais plus son nom, de restaurants, etc. Mais ce qui est clair, c'est que sur les gens un peu en dehors du mainstream, beaucoup de gens réfléchissent à cette dynamique. Quand on est dans ma Mhm. situation où tu te dis, en fait, comment est-ce qu'au lieu de monétiser directement mon audience, j'utilise mon audience pour lancer un business qui peut toucher beaucoup plus de monde au-delà de mon audience euh, et faire cet effet-là. Donc, fondamentalement, moi, c'est ce que j'ai fait avec Schoolmaker. Et je dirais que c'est un semi-succès. C'est un succès sur l'idée de dire, Schoolmaker, c'est un projet que j'ai lancé. Et pour la première fois dans l'histoire de mon entreprise, j'avais une boîte qui gagnait de l'argent, qui avait des clients, qui avait son marketing, qui était totalement indépendant de moi d'un point de vue opérationnel. Ils se gèrent entièrement en autonomie. Ils grossissent bien. Là, ils ont fait plus 50% sur l'année 2023. Donc, ils grossissent bien. Par contre, là où c'est juste un semi-succès pour le moment, c'est que ça n'a pas beaucoup dépassé mon audience. C'est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent Schoolmaker sont des Ils te gens connaissent. qui me connaissent déjà. Donc, ça ne m'a pas fait faire x10. Ça m'a permis de toucher plein de gens dans d'autres pays, etc. On n'en est pas encore là. Euh, mais c'est l'hypothèse. Donc, je dirais que pour moi, si je voulais vraiment faire x10, si c'était l'objectif qu'on mettait, il y a trois options. La première, c'est de faire x10 sur mon audience. Et pour ça, ça veut dire probablement aller à l'international. Mais bon, si tu penses mondial, il y a clairement 10 fois plus d'audience que ce que j'ai aujourd'hui. Mhm. Euh, faire x10 sur Schoolmaker, et là, probablement, ça veut aussi dire
international, mais c'est beaucoup plus facile sur le logiciel parce que le logiciel, il est déjà traduit, le marketing, il est traduit, etc. Donc, il faut juste le pousser d'un point de vue marketing ou alors réfléchir à un autre SaaS. Je pense que pour moi, le produit, là où MrBeast, il fait des barres chocolatées, pour moi, c'est probablement un truc dans la dimension de Nathan Berry, Russell Brunson ou Amaker. Ça va être du SaaS, parce que le SaaS, c'est un business model très attractif, avec des bonnes marges, avec du récurrent, tout ce qu'on connaît. Et qui, évidemment, si tu regardes là où les gens qui veulent faire du business en ligne dépensent, tout le monde dépense un peu sur des SaaS, sur ce genre d'éléments. Donc voilà, c'est ces questions que je me pose encore. La difficulté, c'est de trouver un SaaS qui pourra se vendre largement au-delà des gens qui me connaissent déjà. Euh, et donc, du coup, de réfléchir différemment d'un point de vue marketing et d'un point de vue positionnement C'est ça. que ce que j'ai l'habitude de faire vis-à-vis des formations. Parce qu'une formation, c'est un peu l'inverse. Une formation, c'est genre comment est-ce que Il j'apporte faut le le lien maximum de personnel. valeur aux gens qui me connaissent. Mais si les gens ne te connaissent pas, ils ne vont pas acheter ta formation. Et là, c'est réfléchir différemment. Comment est-ce que je crée un produit qui est agnostique, que tu me connaisses ou pas, que tu apprécies ma méthode, ma personnalité, ça n'a pas trop d'importance en fait sur le SaaS. Voilà, c'est pour ça que je parlais de Riverside tout à l'heure, parce que c'est un produit, je pense que j'aurais été légitime à lancer ce truc-là, étant une personne qui faisait du podcast et que beaucoup de gens qui me suivent étaient intéressés pour faire du podcast, en tout cas à une certaine époque. Donc c'est dans cette dimension-là que moi je réfléchis beaucoup. Et inversement, quand on parle des applications, moi j'ai plein d'autres idées, tu vois, les applications pour les enfants, etc. J'essaye de me restreindre dans la mesure du possible à des projets sur lesquels je peux faire levier sur mon audience, dans l'hypothèse que mon audience est mon asset principal et que juste vendre des formations, en fait, ça ne maximise pas ce que je peux faire avec mon audience actuellement. Donc, voilà, c'est une réflexion que j'ai en cours et on continue beaucoup à travailler sur Schoolmaker et à l'étendre, etc. Mais en fait, Et tu as des objectifs de croissance pour l'année prochaine? Est-ce que tu as commencé déjà un peu à chiffrer ce que tu voudrais faire sur les différentes parties business? Ouais, j'ai commencé à chiffrer. Pour moi, en fait, sur le cœur de mon business de formation, euh, enfin, genre, aujourd'hui, je cherche juste à le garder, en fait, comme il est. Je cherche pas forcément à le croître parce que je me dis, OK, je pourrais me battre, innover, refaire tous les funnels, refaire des formations, etc., pour grossir de 20%. Mais voilà, il n'y a pas un upside qui est colossal versus juste garder là et être haussé. Donc ça, je pense que cet élément-là, moi, je cherche juste à le garder parce que ça me rapporte beaucoup de cash flow que je peux utiliser aussi sur les autres projets. Donc c'est cool. Et puis, c'est gratifiant. Faire des formations, c'est cool. Tu vois, t'aides les gens, t'es créatif, tu réponds à leurs questions et tout. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que je sens qu'on arrive sur une asymptote où même si je pouvais optimiser tous les fractions, ça aiderait pas tant que ça. Donc je me dis, je cherche vraiment un truc qui peut faire x10. Je pense que Schoolmaker, le potentiel, il est très très élevé sur le moyen terme, sur le fait que c'est juste un beaucoup plus gros marché et c'est un peu agnostique des gens qui me Est-ce connaissent. que, est-ce que du coup tu vas t'investir pour le faire marcher à l'international? C'est quoi? Tu as un plan par rapport à ça En ou tu vas fait, moi, recruter quelqu'un pour qu'il fasse s'en occuper le but sur Schoolmaker, et c'est là où, tu vois, quand je dis qu'il n'a pas encore dépassé mon audience, mon but, c'est qu'il puisse fonctionner sans moi. Donc ce que je leur dis aujourd'hui, c'est j'ai pas envie qu'on réplique un truc où Schoolmaker marche à l'international, mais c'est parce que tu as Stan Leloup qui est là pour le promouvoir tout le temps, en fait. Parce que c'est un peu contraire aux objectifs que j'avais pour Schoolmaker, qui était d'avoir un truc qui peut dépasser mon audience, d'avoir un truc qui peut fonctionner sans moi, donc qui peut potentiellement un jour être vendu, euh, et d'avoir un truc dans lequel je peux m'en détacher au bout d'un moment et pouvoir les laisser. Donc aujourd'hui, j'essaie de les laisser indépendants. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu un apprentissage parce qu'on a toujours eu l'habitude, et Schoolmaker a été lancé comme ça. Schoolmaker a été lancé sur mon audience, c'est moi qui l'ai poussé au départ, c'est moi qui l'ai développé. Donc il y avait un peu cet élément où, tiens, c'est cool, on travaille sur Schoolmaker, c'est facile parce qu'il y a plein de clients qui viennent de Stan. de base, hein? Ce qui est plus dur pour, tu vois, une fois que tu as commencé comme ça et que tu as eu toute cette facilité au départ, à un certain point, il faut construire le canal marketing qui va te dire, OK, on va aller au-delà. Donc là, c'est quelque Et chose du sur coup, lequel est-ce que tu penses au on concept travaille toi-même activement. Ok, Non, ok. Mais tu vas le construire j'ai une toi-même. équipe qui est en place sur Schoolmaker. Il y a une personne qui est PDG sur Schoolmaker qui gère tous ces Ok. éléments-là. En fait, moi, au départ, je me suis investi beaucoup dessus à une certaine période. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je n'apportais pas tant de valeur que ça, en fait. Que ma valeur, c'était la création de contenu. Ma valeur sur Schoolmaker, c'était de définir le positionnement initial. Mais sur le day-to-day du type de marketing qu'on doit faire aujourd'hui, genre, tu vois, c'est des trucs chiants. Hein, on a identifié on a pas mal de clients qui viennent de telle plateforme et qui migrent chez nous et qui sont contents. Et bien, on va dire, OK, on va faire la liste de toutes les personnes qui utilisent cette plateforme et on va les contacter, on va les Mhm. prospecter un par un.
et Par essayer an. de Ouais. leur dire, OK, on a plein de gens qui migrent chez nous, voilà les bénéfices de Schoolmaker par rapport à là où vous êtes, et un par un, on va aller le faire sur les plateformes, etc. Tu vois. Donc, c'est des éléments de prospection. Et au départ, moi, je me suis dit, ouais, OK, je vais driver ce process, mais je me suis aperçu que j'apportais pas beaucoup de valeur sur des éléments de prospection, et que moi, j'avais un talent très particulier qui était de faire les vidéos et le copywriting, et que du coup, sur Schoolmaker, ce que je vais faire, c'est je vais les aider à relancer, tu vois, des tunnels de vente, des vidéos, des trucs pour évangéliser un peu la dynamique derrière, mais sur les canaux de marketing. Donc, en gros, les canaux marketing qui font du sens pour un SaaS à notre échelle, c'est probablement la prospection à ce niveau-là, le référencement organique et d'autres techniques un petit peu de contenu, mais notamment le référencement organique sur lequel je n'ai pas une compétence particulière, et potentiellement la pub, même si on est sur un point, donc Schoolmaker, ça va coûter, on va dire, jusqu'à 100 euros par mois. 100 euros par mois pour de la pub Facebook sur du SaaS, ça peut être un peu compliqué de faire fonctionner cette équation. Ça dépend. ClickFunnels arrivait très bien à le faire parce qu'ils te vendaient en fait une formation en entrée qui rentabilisait leur pub, et après ils avaient la continuité sur le logiciel. Donc potentiellement, tu as la pub, le référencement et la prospection qui sont des éléments sur lesquels en fait j'ai recruté d'autres personnes qui apportaient plus de valeur là-dessus et qui étaient plus focus là-dessus versus moi faire les vidéos. Donc c'est un élément où en fait j'ai pas 100% la main et le levier et le contrôle dessus, dans la mesure où j'ai décidé de faire un truc un peu plus d'entrepreneur et pas juste d'infopreneur qui fait tout lui-même, mais c'est-à-dire de recruter des gens et de leur permettre de prendre leur envol dessus. Et c'est cool, ça progresse bien jusqu'ici, ça fonctionne bien. Et donc du coup, moi, la question, c'est est-ce que derrière, je trouve un moyen pour augmenter mon audience et pour envoyer des gens sur Schoolmaker. Après, je continue à envoyer pas mal de clients dessus, hein. Je suis quand même actif sur le côté audience et envoyer du monde dessus, et je fais des promotions, et ça fonctionne bien, et ça apporte du monde. Ou est-ce que je réfléchis à d'autres produits? Une autre manière dont moi je réfléchis à l'idée de lancer des produits et des projets, c'est que ça nourrit aussi mon contenu. C'est-à-dire que si ce que j'ai fait pendant 10 ans, Faire un c'est retour juste vendre expérience des là-dessus. Ouais. formations, tu vois, bah, j'ai pas grand-chose à te raconter, parce que, en plus, ce qui est l'histoire toujours la plus intéressante dans n'importe quel business, c'est l'histoire de comment tu es passé de 0 à 1. L'histoire de comment j'ai optimisé en année 9 mes ventes de formation, ça parle pas à beaucoup de monde, c'est pas si intéressant que ça. Mais l'histoire de comment on est passé de 0 à 1, comment on a trouvé les premiers clients, etc., c'est toujours intéressant. Même pour le domaine de création de contenu, c'est intéressant pour moi de continuer à avoir des idées, et à lancer des projets, et à faire des choses, pour aussi avoir des choses à raconter, avoir des expériences. Actuellement, on lance aussi des trucs totalement différents qu'on n'avait jamais fait avant, y compris de la prestation de service. Donc moi, ça me donne une vision dans des domaines aussi différents que la vente de formation, le logiciel, la prestation de service. Donc c'est assez intéressant, c'est assez stimulant pour moi. Mais j'ai réalisé que mon rôle, c'était probablement de conceptualiser l'idée au départ, de lancer le truc, de m'investir pendant la période où ils ont besoin vraiment de mettre en place la proposition de valeur et en gros le product market fit. Et une fois qu'on commençait à bien être clair sur ce qu'on vendait, à qui on le vendait, comment on le vendait, de retourner faire des vidéos en fait. Euh, Ok. voilà, et d'être plus la personne qui va kickstart le truc. Et là où je pense que j'ai beaucoup eu de progrès à faire sur le temps, c'était du coup comment est-ce que tu recrutes les bonnes personnes pour te remplacer derrière. Parce que ça, c'était pas Faut au avoir départ, l'opérateur tu derrière vois. qui. Ouais. Parce que sur le cœur de Marketing Mania, tu as un peu ce truc où c'est un peu moi qui suis la source de tout, en fait. Et donc, culturellement, toutes les autres entreprises que j'essaye de monter doivent fonctionner de manière très différente du cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon équipe de cœur de création de contenu, elle est devenue très petite, en fait. Et la plupart des gens, genre 70-80% des gens, ouais, peut-être 70% des gens, sont pas sur le cœur du truc, mais sont sur des projets où ils peuvent être vachement plus indépendants. Avec toujours la recherche du convertible, tu vois, la recherche de trucs qui va vraiment pouvoir euh, exploser en dehors de l'audience. Et tu pourrais me Et poser exactement la même question à moi, mais je te la poserai en premier. C'est quoi le but final, quoi? Et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui ferait que. Ce serait quoi le problème avec le fait de juste rester au chiffre actuel où tu vis déjà très bien, ouais, et ta vie ben, est cool? Qu'est-ce qui. moi, j'ai eu cette réflexion. Donc, récemment, j'ai lancé pas mal de projets. Et un des projets que je lançais, c'était j'essaye d'automatiser des chaînes YouTube avec l'intelligence artificielle. Et tu vois, j'avais des chaînes où du coup, je commençais à faire 500 vues par jour. Tu vois, je trouve, oh putain, je suis passé de 0 à 500 vues par jour en 2 semaines. Je suis trop saucé. Là, dans l'absolu, évidemment, 500 vues par jour, c'est pas beaucoup. Euh, mais je trouve, en fait, ce qui m'excitait, c'était de voir cette croissance là. Mhm. Et je trouve que tu vois cette croissance, tu vois des trucs qui avancent, tu vois des nouveaux projets et tout. Fondamentalement, c'est assez excitant et stimulant. Donc, on peut rationaliser sur le côté, bon, ça me donne du storytelling pour mon contenu, etc., ce qui est vrai.
il y a aussi ce côté où je trouve ça excitant de continuer à lancer des nouvelles choses, en fait. Et ce qui me donne l'impression de réussir, c'est pas vraiment mon chiffre d'affaires ou mon profit, mais c'est plus la première dérivée. C'est à quel niveau est-ce que ça croît. Et des La années trajectoire. Ouais. où je doublais mon business tous les ans, tu vois, j'étais beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, mais j'avais l'impression d'être au sommet, tu vois, du monde. J'ai l'impression que tout Mhm. s'ouvrait devant moi, etc. Et des années où j'étais beaucoup plus haut, mais j'étais un peu stable et je stagnais et tout, j'avais l'impression en fait que rien de ce que je faisais ne marchait, etc. Alors qu'objectivement, ça Mhm. marchait mieux que jamais, puisqu'on on était au sommet de ce plateau, mais j'avais pas ce sentiment de progrès, tu vois. Et je pense que c'est un biais cognitif, mais c'est aussi une manière de dire bah, quelle est la partie fun, en fait. Et je pense que c'est la même chose où si tu dis, quand tu es dans un jeu vidéo, ce qui est marrant, c'est de passer au niveau suivant et pas juste de rejouer le même niveau 12 fois. Et donc, je pense que c'est logique de se dire que c'est la progression aussi qui donne cet aspect satisfaisant. Moi, aujourd'hui, j'ai plus aucune illusion que plus de succès professionnel apportera plus de bonheur dans ma vie. Je pense que le point qui m'a resté pendant très longtemps, c'était le besoin de sécurité. En se disant, oui, je gagne plein d'argent aujourd'hui, mais peut-être que demain, j'en gagnerai plus. Et donc, du coup, j'avais toujours ce On problème sait de jamais. sécurité Mhm. qui s'est résolu avec le temps, en fait, où j'ai été relativement conservateur. J'ai beaucoup augmenté mon train de vie, mais j'ai été relativement conservateur à un point, en fait, où il n'y a plus vraiment il y a plus vraiment de danger. Et que donc, du coup, que. Mais tu peux toujours t'inventer des dangers, toi. Moi, par exemple, le truc que je m'étais inventé à un moment, je me dis, si ça se trouve, tu vois, mes enfants, ils auront une maladie orpheline. Genre, ça coûte 50 millions de faire les recherches, tu vois. Et tu dis, ah putain, j'aurais bien aimé avoir ces 50 millions, tu vois. Donc, tu peux Ouais. toujours t'inventer le edge case du edge case, Ouais. ou alors il y a 4 banques qui s'écroulent et il ne reste plus que ça. Tu Le peux toujours problème, c'est t'inventer. que. Mais ce que tu réalises, c'est que en fait, si tu peux effectivement t'inventer des edge cases où tu aurais besoin de 50 millions pour sauver ta famille et tout, mais en réalité, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que même si tu avais 100 millions, tu auras toujours des craintes sur le futur. Mhm. Tu C'est tu ça, peux dire, ouais, ok, mes enfants d'accord. vont avoir une leucémie incurable, quel que soit l'argent que tu as, tu vois, tu peux avoir une leucémie, tu peux avoir un accident de voiture. Voilà, donc si tu te mets à avoir des craintes sur le futur, tu t'aperçois que même si tu avais plus d'argent, il te resterait des craintes. Et je pense qu'en fait, ton cerveau, si tu es le type de personne qui s'invente des craintes, ton cerveau, il s'inventera des craintes, quelle que soit la situation. Il y a 10 000 ans, tu te serais dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe si un ours me mange, qu'est-ce qui se passe si mes Mhm. enfants ont le choléra, tu vois, quand il y avait 30% de chances que tes enfants meurent, tu étais inquiet, et aujourd'hui, il y a 0,003% qui meurent, mais tu as toujours le même niveau d'inquiétude, je pense que tu t'inventeras toujours des éléments. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'impression que Mhm. voilà, avoir 50 millions de plus va vraiment résoudre cet élément-là ou va me rendre nécessairement plus heureux. Par contre, je pense que passer les 10 prochaines années à progresser et à challenger et à lancer des projets et à être un peu excité par le truc versus juste à jouer la défensive et juste maintenir ce qu'il y a et essayer juste de tirer le maximum de cash en mettant le minimum de travail, ça, je pense que ça serait assez corrosif en fait. Et je deviendrais assez cynique à faire ce genre de move parce que j'aurais plus d'enthousiasme, j'aurais plus d'excitation à faire le truc et juste en me disant j'essaie d'en faire le moins non. Pour moi, le but, c'est de dire j'ai envie quand même de rester dans le game un moment. J'ai pas l'impression d'avoir atteint mon potentiel maximal, même si je suis un peu frustré actuellement de ne pas progresser aussi vite. Je pense qu'il y a un Mhm. truc qui va se débloquer et que j'ai un potentiel beaucoup plus grand et que si j'arrêtais maintenant, j'aurais pas l'impression d'avoir atteint ce potentiel. Mais que c'est ce sentiment en fait de progression qui joue. Dans tout cas, comment est-ce que tu réfléchis à cette question? Je pense que j'ai exactement la même conclusion au final. C'est que tu te rends compte que tout est une question de trajectoire. Et en fait, émotionnellement, tu ressens pas vraiment ton point absolu. Tu vois, tu t'habitues à tout. Donc, il y a le fameux truc hedonic treadmill. Donc, en fait, tu normalises tout. Donc, en bien ou en mal. Euh, et donc, ce qui compte, ton vrai ressenti, c'est la trajectoire, en fait. Et je trouve, tu le vois même limite à l'échelle des pays, tu vois. Où, objectivement, par exemple, c'est vraiment mieux de vivre en France qu'en Chine maintenant, actuellement. Et toi, disons, on a comme 3 fois le PIB, on est comme. Mais en fait, en France, t'as un peu les gens qui sont un peu déprimés parce que c'est l'impression que c'est plutôt le déclin. Alors que la Chine, toi, ils ont l'impression, putain, on est en train d'exploser, quoi. L'avenir va être radieux. En fait, du coup, on rejoint un peu ce que tu dis. En fait, je pense que ton état émotionnel dépend beaucoup de ta prédiction du futur, quoi. À quoi le futur va ressembler. Euh, et donc, si tu commences à rien faire et que toi, tu es en stagnation, c'est là aussi tu peux te sentir moins bien. Donc, donc, je suis assez d'accord sur ce point de vue-là de la trajectoire. Et aussi d'accord sur le fait qu'aussi, en fait, c'est l'analogie du jeu vidéo. En fait, c'est un jeu vidéo et tu veux t'améliorer, tu veux passer le niveau. Toi, il faut bien que tu utilises ton temps sur quelque chose. Et donc là, en plus, tu prends des trucs qui sont quand même plutôt utiles pour les gens. Donc, c'est gratifiant à plusieurs égards, financièrement, mais aussi
mais aussi à d'autres niveaux. Euh, et donc, si tu prends plaisir à jouer ce jeu, enfin, pourquoi, ce serait quoi l'idée de ça, enfin, remplacer par quoi, tout simplement. Et, euh, et après, on avait un peu cette discussion aussi, en fait, t'as un peu l'aspect oisiveté aussi, où c'est pas très clair. Est-ce que c'est, toi, ta théorie, c'est que c'est un peu un conditionnement mental, où on s'est conditionné à être, il faut absolument être productif. Moi, ma théorie, c'est que c'est un peu un côté évolutionnaire, ou si t'es le mec dans la tribu qui prend rien, qui fait que manger son blé mais qui en cultive pas, tu te dis putain c'est un peu dangereux, je vais finir par me faire jarter. Et donc je pense qu'il y a quand même un instinct en nous de dès qu'il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Faut qu'on produise quelque chose et il faut pas juste consommer, consommer, consommer. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal, et encore une fois j'ai attesté, mais beaucoup de mal à rien faire enfin que j'aurais sentiment d'utile et juste exister, tu vois. Après Et c'est un peu t'aurais du les, mal à les quel philosophies niveau? orientales. Tu t'ennuierais ou c'est juste... Je pense que c'est un mal plus profond. tu te À sentirais l'impression en mal fait d'un point de vue éthique? non, c'est même pas éthique, mais tu sais, c'est comme les gens qui vendent leur boîte et donc ils ont un énorme somme d'argent, mais ils ont plus le cash flow. Et tu sais, ils ont Hmm. l'impression de juste de manger dans ce qu'ils avaient déjà, toi. Et là, j'aurais un peu ce sentiment-là, en fait. Que toi, que je consomme, mais j'apporte rien, tu vois. Donc je pense que je le vivrais assez mal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup ensuite, ils ont vendu la boîte, ils vont dans des non-profit et autres, mais ils ont l'impression de contribuer, en fait. Ils ont l'impression de faire quelque chose d'utile pour la tribu. Et donc, comme ils sont utiles pour la tribu, ils vont pas se faire jarter demain, quoi. Parce que du coup, Je le pense que c'est un peu ça contre-argument de le. beaucoup de gens, c'est en fait, tu pourrais utiliser ton temps pour jouer à d'autres jeux vidéo que le jeu vidéo du business. Et je pense que ce qu'il faut juste comprendre par rapport à nous, c'est qu'on n'a pas trouvé un autre jeu vidéo sur lequel on est aussi fort, en fait, et on apporte beaucoup de valeur. Parce que si tu dis, ok, tu vas faire du non-profit, je sais pas si sur du non-profit, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu vas apporter? C'est pas très clair, en fait, à ce niveau-là, et que tu vas apporter vraiment beaucoup, que tu seras bon. Et une grande partie du plaisir et de la satisfaction que tu prends dans le business, ça, c'est de la psychologie de base, hein, mais c'est le sentiment de maîtrise, le sentiment de faire un truc et d'être bon dans ce que tu fais. C'est comme les gens qui sont très bons dans un sport ou dans un art, etc. Une personne qui joue très bien de la guitare, il prend du plaisir dans le fait de j'ai maîtrisé cet instrument. Et évidemment, si toi, tu arrêtes ton business et tu pars sur autre chose et tu dis, ah ok, maintenant, je vais aller faire tel ou tel truc, est-ce que tu récupères ce sentiment de maîtrise qui t'apporte la même satisfaction? C'est une grosse, grosse pièce du puzzle en termes de satisfaction humaine que tu pourrais essayer de Je suis reconstruire autre d'accord. part. Mais la question, c'est est-ce que tu as envie ou est-ce que c'est l'élément la plus logique? Il y a un peu ce côté où tu te Et dis, encore une fois, nous, on a ce privilège d'avoir pu quand même largement choisir. On a aussi cet ouais. avantage-là, quoi, par rapport à la Parce plupart des que gens. moi, le point que je me dis, c'est en fait, j'aurais pas été bon dans tous les business, quoi. Enfin, j'ai fait différents Mhm. types de business et il y a des business où j'étais pas bon. Et que du coup, tu as eu la chance de trouver un truc qui fonctionnait pour toi. Ne le lâche pas sans réfléchir en te disant, ouais, bah du coup, je pourrais faire autre chose et je vais être bon dedans. Non, potentiellement, tu trouveras rien d'autre sur lequel Mais en même tu temps, seras pour le aussi bon coup, et je donc tu pense auras parce la que même justement, satisfaction. je vois ce que tu peux sacrifier, mais du coup, j'admire beaucoup les gens qui ont ce niveau de couille, toi. D'avoir un truc qui fonctionne et toujours en main, ils disent en fait non, je vais faire autre chose. C'est pas ça qui est. Et ça, je trouve ça assez impressionnant pour le coup, d'avoir cette capacité. Je pense que c'est très rare. Mais T'as encore une regardé fois, ça dépend. Est-ce que ce le que tu fais te rend documentaire récent malheureux? sur Mais Schwarzenegger? ouais, j'avais. Moi, je suis grand fan de Schwarzenegger, son livre et tout. Et c'est vraiment ce que lui, il a fait. Mhm. C'est-à-dire se dire, je suis arrivé au sommet d'une montagne, je vais aller sur le truc suivant parce que j'ai envie d'aller sur le challenge. Cette C'est vrai. vision qui est énorme. Parce que vraiment, enfin, pour moi, le move le plus incroyable, c'était de bodybuilder à acteur, quoi. À un point où le mec a un Mhm. accent, il a un nom bizarre, il n'a pas le corps à l'époque qui était privilégié au cinéma. Et Mais moi, il effectivement, m'impressionne il va moins dans ce défi. parce que bodybuilder, dans l'instant, je me disais, il avait pas le choix, toi. Tu peux pas être bodybuilder à 45 ans, toi. Donc je me dis, putain, il était un peu forcé. Mais pour le coup, acteur à politicien, c'est encore plus impressionnant parce que acteur, il gagnait des millions par film. Toi, il aurait pu continuer à être acteur, un peu comme Sylvester Stallone, jusqu'à 70 ans seulement ça et gagner 10-15 millions par an. Toi, être adulé et autres. Et il laisse faire chier à aller dans la politique, quoi. Ce qui est quand même pour moi encore plus impressionnant en termes de move derrière. Euh, En termes d'ambition, ouais, je vois ce que tu veux dire. En termes de difficulté, je dirais que le premier était plus dur, mais le deuxième était plus impressionnant en termes de mindset. Euh, voilà, et c'est l'exemple d'un mec où je pense que c'est un peu le même truc. Le truc, c'est que quand tu es déjà bodybuilder numéro un au monde, tu dis quoi? Bah, ouais, ok, je vais continuer à rester bodybuilder numéro un jusqu'à ce que je vieillisse et qu'une personne plus jeune me prenne ma place. Non, il faut que j'aille sur le prochain défi et que je vois plus gros à ce niveau-là, quitte à prendre le risque en fait d'avoir l'air con, hein, de pas réussir, de te planter, etc. Je pense que c'est aussi un aspect qui joue beaucoup pour les gens, c'est-à-dire et aussi, le documentaire, c'est marrant, parce que je crois dans le livre, ils en parlaient pas trop de son frère, parce que son frère est mort, en fait, plus ou ouais, moins un suicide, en fait. C'est un accident de voiture, mais en gros, il allait un peu exprès dans la voiture, c'était dans l'arbre. Mais, euh, mais en fait, l'idée, c'est que lui et son frère, ils ont une énorme pression quand ils étaient petits.
Genre leur père, c'était vraiment... Et moi, je trouve ça assez fascinant que ça ait totalement divergé. C'est-à-dire que t'as un des deux qui a pris ça et l'a transformé de façon plutôt positive pour accomplir des trucs incroyables et prendre sa vie en main. Et t'as un autre qui est devenu alcoolique, quoi. Et je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils ont quand même été traités un peu différemment? Est-ce que c'est parce que j'ai un truc génétique qui faisait qu'il y en a un qui a bien pris la pression et l'autre mal? Toi, je me demande parfois pareil c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais les filles de Barack Obama, toi, je me demande pareil. Tu vois, en fait, elles ont toutes les deux une pression énorme, beaucoup de gens qui les regardent. Il y a peut-être une, ça va transformer ça de façon positive. Tu vas dire, je vais faire encore mieux que mon père, ou même elle va totalement se retirer de ça et pas sentir cette pression-là et vivre une vie heureuse. Et il y a peut-être une qui va être totalement, se faire totalement défoncer par ça. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui fait que une certaine forme de pression fonctionne ou fonctionne pas, quoi. Hmm. Est-ce que tu as une anecdote pour nous de fournisseurs chinois? Est-ce que j'ai une anecdote de fournisseur chinois? euh, C'est une anecdote pas très intéressante, plutôt triste. Ok. Euh, plutôt triste. Mais en gros, à un moment, on a eu un casque gaming qui se vendait incroyablement. Enfin, on vendait genre 10 000 par mois, c'était un succès énorme. Enfin, le truc était en trajectoire up, enfin, parfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un moment quand ça se prend des reviews négatives à la chaîne. Je reçois mon casque, au bout de 2 semaines, il fonctionne pas, je le retourne, et on se fait défoncer la review, on se fait enchaîner. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est cet abruti de fournisseur. En plus, on a pu voir combien il économisait. Pour économiser 4 centimes, il a échangé le câble, en fait. Donc, il a mis un câble de merde à la place du câble existant, du câble interne du casque. Donc, pour économiser 4 centimes, il nous a totalement défoncé un produit. Euh, et du coup, je suis allé en Chine, bon, c'est pas très bien passé forcément. Et après, il m'a dit, bah, je vous invite au dîner. Et après, à la fin de dîner, il m'a dit, j'ai un cadeau pour vous. Et il m'a dit, genre, un vin français. Je vous ai pris un vin français, toi. Et en fait, c'était un vin, genre, c'était un nom, genre, la, 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 la boiserie du doux touché, toi, n'importe quoi. Et en fait, c'était Made in China. Donc, même sur le vin, il m'a enculé, quoi. Donc, et après, par contre, leçon d'apprise là-dessus, et je pense que c'est une leçon qui va, c'est. Oh, il y a 2 erreurs que je pense que j'ai fait. Un, c'est qu'on a commencé à remettre la pression sur les prix, en disant, bon, vous achetez le produit moins cher. Et ça, faut être gaffe quand tu fais ça, parce qu'en fait, s'il sent que tu pas, enfin, s'il sent que tu peux pas refuser le fournisseur, il va se dire, bah, du coup, si pour lui vendre moins cher, je vais sacrifier autre chose. Et donc, tu peux avoir un produit de moins bonne qualité. Donc, il faut toujours essayer de juger. En gros, tu veux laisser 10-15% de marge de ton fournisseur, toi. Tu veux pas donc trop le squeeze pour qu'apré, il ait à changer les composants ou autre. Donc, ça, c'est un sujet. Et l'autre sujet. Ah oui, c'est ça. Non, c'est important. Le plus important, c'est en gros s'assurer de travailler avec une bonne usine dès le début. En fait, c'est très rare que tu puisses avoir une usine un peu médiocre et la tirer vers le haut. C'est quasiment impossible. Donc, dès le début, c'est de trouver les meilleures usines qui sont déjà de la bonne qualité. Parce que tu peux être... Et là-dessus, c'est pas très compliqué de voir. En fait, tu vois quels sont les autres clients et tu peux vite juger est-ce que c'est une usine vraiment tout en bas, moyen ou haute, quoi. Tu peux aller aussi en personne. En personne, ça va se voir. En fait, une bonne usine, elle est bien ordonnée, elle est bien clean. La plupart des usines, en Chine, c'est pas le cas, c'est le bordel. Et dès que tu as un projet qui fonctionne, limite, déjà commencer à réfléchir. Putain, et si tu as commencé avec une usine un peu moins bien, réfléchir comment je peux bouger la production sur une meilleure usine pour un peu sécuriser ce produit-là en termes de qualité. Avant de terminer, est-ce que tu es un lecteur d'une newsletter qui s'appelle Beats About Money de Patrick McKenzie? Je crois pas, non. Non, ça me dit rien. Donc c'est un gars qui a travaillé à Stripe pendant un moment, qui écrit sur le domaine de la finance. Il a sorti un article récemment qui s'appelle, euh, on va le traduire en français, la stratégie du méchant de James Bond, c'est sur Binance et le fait que Binance ont pris un énorme settlement des États-Unis de 4 milliards où ils ont plaidé coupables essentiellement au blanchiment d'argent. Et donc ils racontent l'histoire de Binance et en fait leur stratégie c'était d'être nulle part, en fait, d'être dans aucune juridiction. Et il y a une anecdote très drôle où à un moment donné, donc officiellement, ils étaient un peu nulle part. Donc, du coup, si quelqu'un leur disait ah, bon, vous avez pas le droit d'opérer ici, ils font non, mais on opère autre part. Et autre part, ils disent mais non, on opère là-bas, etc. Donc, officiellement, ils étaient nulle part. À un moment donné, la Chine, le gouvernement chinois, a fait un raid sur un de leurs bureaux et a À saisi Hong plein de Kong ou documents et en tout Chine à Shanghai. propre? À Shanghai. À Shanghai, ok. Et officiellement, Binance a dit mais non, Binance n'opère nulle part, donc nous n'avons pas de bureau, donc ce raid n'a jamais eu lieu parce que ce bureau n'a jamais existé. Donc ils ont démenti que leur bureau existait. Et lui, son argument, c'était de se dire bah, du coup, c'est ce que font les méchants dans James Bond, ils sont à la fois partout et nulle part, ils opèrent dans les différents pays, ils sont là pour pouvoir faire voyager James Bond, évidemment, aux 4 coins du monde. Il donne l'anecdote qu'il y avait même un mec qui est lié à Tether, qui avait acheté sa maison, il habite dans la maison,
qui était la maison d'un méchant dans Casino Royale, je crois. Il avait acheté la maison du méchant de James Bond, genre littéralement. Et son argument à Patrick Mackenzie, c'est qu'en fait, tu te dis, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on les a permis d'opérer aussi longtemps si officiellement ils respectaient aucune règle? Et lui, son argument, c'est de dire, la quantité optimale de fraude dans un système, c'est jamais zéro. En fait. Parce que la seule manière d'avoir zéro fraude, c'est d'interdire toute activité. Et que tu veux laisser une activité, tu veux laisser des éléments qui passent, etc. Et une des raisons pour laquelle le système financier a un peu des trous comme ça, c'est parce que l'ordre financier mondial trouve que c'est assez bien que les Chinois, par exemple, puissent mettre leur argent à l'étranger. Parce que la Chine, officiellement, c'est un pays communiste. Il y avait des périodes où en Chine, il n'y avait pas le droit à la propriété privée. Mais la Chine se développait beaucoup. Et du coup, il fallait des valves de sortie pour cet argent. Et c'était aussi le cas pour la Russie. Alors, en sachant que t'es toujours capé. En fait, alors, les Chinois, je crois que c'est 50 000 $ par an, peut-être moins, peut-être je me trompe. Mais t'as pas le droit de sortir plus d'une certaine somme d'argent de Chine chaque année. Donc, il y a tous les systèmes. Et notamment, ça rejoint ça, je pense. Ok, maintenant j'y pense, c'est intéressant ce truc-là. C'est en fait, il y a un système de blanchiment de monnaie qui s'opère via Amazon. En fait, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que tu veux transformer du RMB en dollars, en fait. C'est ça le but, en gros. Ouais. Et ce qu'ils font, c'est du coup, tu as beaucoup de vendeurs chinois qui opèrent à 0% de marge. Je dis comment ça peut fonctionner à 0% de marge. Parce qu'en fait, pour le compte de gens qui ont de la thune, ils achètent du stock en Chine en RMB, d'accord? Ils le vendent aux US. Et donc, même s'ils le vendent aux US à genre 0 de marge, en fait, l'opération est réussie, toi. Ils ont transformé de l'inventaire qu'ils ont acheté en RMB, ils ont récupéré le dollar, quoi. Et donc, il y a beaucoup de vendeurs qui, en gros, normalement, ne devraient pas exister, mais en fait, existent juste parce qu'ils ont capacité, en gros, de gagner de l'argent. Parce qu'en gros, peut-être qu'ils font payer 3-4% à la personne pour qu'ils font ça. Et donc, même à 0%, ils gagnent 3-4%, quoi. Donc, c'est une des manières qu'ils utilisent pour sortir de l'argent. Et pareil, à quel point c'est intéressant pour les US de stopper ça? Pas intéressant, tant mieux, ils font rentrer de l'argent. Ils le font sortir de la Chine. Donc pareil sur la Russie. Donc Russie pré-guerre en Ukraine. Maintenant, guerre en Ukraine, c'est un peu plus compliqué parce que tu es un peu en mode, ok, est-ce qu'on finance la guerre en Ukraine? Mais précédemment, si les oligarques voulaient sortir de l'argent, finalement, le système américain n'était pas forcément mécontent. Donc quelle est l'erreur de Binance? En fait, il dit, en fait, il y a plein de gens qui peuvent opérer là-dedans, mais Binance ont été trop gros. En fait, ils sont trop gros, trop visibles. Ils se sont trop vantés d'être nulle part, etc. Ce qui fait qu'à un certain point, on va les avoir. Donc en gros, tu dis, mais comment ils peuvent être chopés par les Américains s'ils sont nulle part? En gros, sur le blanchiment d'argent, les Américains, c'est si un jour dans ta vie, tu as touché un dollar US, on peut t'avoir. Donc leur juridiction là-dessus, elle est énorme. Il y a une boîte qui n'est pas aux US, qui n'est rien aux US, etc. Ils peuvent les avoir là-dessus. Donc ils ont eu un jugement genre la BNP qui s'est pris les sanctions aussi. Tu as plein de boîtes françaises qui se prennent des énormes amendes comme ça. L'Europe essaie de faire la même chose sur la vie privée aussi d'ailleurs. Où que tu sois, tu dois mettre des cookies et sinon tu vas te prendre un jugement en Europe. Donc parce qu'officiellement, les Américains n'ont pas accès à Binance. Ils sont interdits sur le site principal. Donc le jugement de 4 milliards. Donc son hypothèse à Patrick Mackenzie, c'est que du coup, tous les autres pays vont se dire, ah bah du coup, les Américains leur ont mis un truc. Nous, on va copier-coller le procès américain, on va le faire ici. Donc ils vont le faire en France, ils vont le faire dans toute l'Europe. Le même procès pour récupérer de l'argent, leur mettre des amendes. Il y a aussi un truc dans l'accord qu'a eu Binance avec eux, c'est qu'ils vont avoir... en gros, le gouvernement américain va avoir le droit de mettre des taupes dans l'organisation Binance et d'avoir des consultants extérieurs de sécurité qui sont officiellement là pour faire respecter certaines règles, notamment en termes de KYC. Tu sais pourquoi Binance, ils n'ont pas juste dit bon, nous on reste en Chine, allez vous faire foutre, de toute façon on n'opère pas aux US. C'était pas une option? A priori, ils ont été mis au pied du mur entre dire vous allez accepter un accord maintenant où on va faire la guerre nucléaire et vous allez tous aller en prison pour toujours et tout. Et donc, CZ a été plaidé coupable. Donc, une hypothèse sur le jugement, c'était que c'était la seule manière dont lui pouvait éviter la prison à vie, plaider coupable et faire un deal, en fait. Faire un deal. Et la question de pourquoi, du coup, est-ce que le gouvernement américain n'a pas fait comme FTX, le mettre en prison et tout burn, potentiellement, ils veulent dégrossir Binance. Donc, en fait, il faut leur mettre des amendes dans tous les sens, leur mettre des règles, etc. pour les faire rapetisser et pas que ça s'écroule d'un coup et que tout le monde perde son argent. D'un coup, il y allait en personne, c'est ça, aux US, parce que c'est peut-être aussi pour ça que il est resté en Chine. Il y allait en personne. Parce que lui, il n'est pas en Chine, lui, il est à Dubaï. Et qui n'a pas d'extradition avec les US. Donc, il a été en personne plaidé, mais maintenant, le gouvernement essaye de pas qu'il puisse retourner aux Émirats. Essaye de le maintenir sur place. Donc là, c'est pas très clair, mais il y a été. Donc il devait vraiment être au pied du mur où ils étaient en mode on a toutes les données parce que là, pour le coup, sur le blanchiment d'argent, ils sont assez
enfin, ils sont là, quoi. En gros, ils ont transféré de l'argent pour des terroristes, pour en Iran, des trucs. Enfin, c'est hallucinant. Donc, son hypothèse, du coup, lui, son analyse, c'est qu'ils vont lentement étrangler Binance, le plus gros échange de crypto au monde. Que la seule raison pour laquelle Binance était rentable et fonctionnait aussi bien, était aussi gros, c'est parce qu'ils laissaient plein de crimes et de transferts interdits, etc. Et son hypothèse plus largement sur la crypto, c'est que un des gros use cases qui fonctionne actuellement sur la crypto, c'est le crime. Donc, il y a toujours cette hypothèse de ouais, c'est l'or digital, etc., qui ne s'est jamais 100% concrétisé. Et que potentiellement, c'est un moment où, entre FTX et Binance, où la crypto, en fait, ne revient jamais à un niveau où on a l'hypothèse qu'elle peut changer le système monétaire mondial. Donc, évidemment, Bitcoin ne va pas disparaître, Ethereum ne va pas disparaître, etc. Mais que potentiellement, ça devient petit. Donc, je ne sais pas si la crypto, tu vois, si c'est un coup mortel pour la crypto. Je pense que la crypto, il y a quand même une utilité. Même tu vois, les NFT, le truc le plus risible, en fait, si tu réfléchis, il y a une utilité pour la NFT. Alors peut-être pas pour faire des images, mais moi, un truc auquel j'avais pensé, tu vois, qui aurait eu du sens à une certaine période, c'est-à-dire, imagine, je veux faire une espèce de club privé d'entrepreneurs. Et une des manières dont je veux t'incentive à t'investir dans le projet et avoir des gens qui sont de assez haut niveau, c'est que ensuite tu peux revendre ton membership à quelqu'un d'autre, ou tu peux, C'est ce qu'a fait faire Alex entrer du Baker monde. Ce genre, avec Neo Tokyo. ouais, ce Tu genre de connais pas? truc, tu vois. Et tu te dis, du coup, il y a une utilité dessus. Ça permettre aux gens c'est comme s'ils avaient de l'equity un petit peu dans le projet et qu'ils pourraient faire. Je pense que même les NFT, le truc la plus grande risée a une utilité. Dis-nous un peu, parce que je connais Baker et je connais vaguement Neo Tokyo, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et quel est le modèle là-dessus. En fait, c'est exactement ça. En fait, je crois que en gros, tu as deux catégories de Citizen. Tu as Citizen le plus cher, où t'es vraiment. Et en gros, l'idée, c'est. Je sais pas, maintenant, ça vaut genre 200 $, un truc comme ça. Même après, tout le truc d'NFT, donc ça vaut quand même très cher. Et si en fait, effectivement, si tu peux payer 200 $, il y a un côté. Bon, c'est que tu as un certain niveau et que. Et tu as aussi un truc moins cher, je sais pas, peut-être 20 30 000. Encore une fois, je suis pas dedans. Par contre, ce qui est étrange, c'est- j'ai un pote qui est dedans, un vendeur Amazon d'ailleurs. Et apparemment, ils ont des jeux hebdomadaires où tu peux gagner des gros trucs, où tu peux. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Et en fait, ce qu'ils me demandaient, c'est est-ce que je choisissais pas un gamer? En fait, c'est des jeux random. En fait, chaque semaine, tu as un jeu différent. Euh, et il me disait, est-ce que tu connais pas un gamer qui pourrait jouer à ma place? Et en fait, en gros, et après, tu partages les gains, tu vois. Il y a un truc vraiment bizarre. Donc, en vrai, je suis pas dedans, donc je Ok. comprends pas exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, tu peux avoir quelqu'un qui joue ton avatar dans le jeu. Et après, et donc, ils cherchent les meilleurs gamers qu'ils peuvent trouver, de façon générale. Tu vois, les mecs qui sont bons sur le clavier, qui peuvent. Et en gros, tu reverses, je sais pas, 20% des gains à ton gamer, à ton cheval, quoi. Ok. C'est. Mais encore une fois, je pense que ce truc-là, c'est faut être dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Hmm. Mais c'est ça. Voilà. Et ouais. C'est pas con, mais potentiellement, mais je pense que le NFT notamment les NFT d'art, etc., ça aurait toujours dû être un truc de niche. Les NFT d'art, les Bored Apes, c'était pas plus con que l'art contemporain qui se vend dans les galeries. Hein. C'était pas plus con du tout. Euh, mais évidemment, c'est pas un pilier de la finance mondiale, quoi. Donc, voilà, il avait un bon article sur Binance et la manière dont ils ont réussi pendant très longtemps à évader toutes les règles, et la manière dont aujourd'hui ils sont arrivés au bout de ce rouleau-là. Et que voilà, ça va être. Parce que lui aussi, CZ, c'était un personnage significatif dans la saga FTX. C'est lui qui a tout déclenché dans la chute, et probablement son exchange va aussi descendre. Donc, probablement, bonne nouvelle pour tous les échanges un petit peu tier B, quoi, qui étaient un petit peu en dessous et qui là vont récupérer probablement au fil du temps des parts de marché. Et mauvaise nouvelle Mais à sur le quel fait point que s'ils grossissent c'est. trop, ils vont aussi se faire détruire, quoi. C'est ça. Et je sais, j'ai toujours un doute aussi à quel point, par exemple, blanchiment d'argent, à quel point tu peux totalement contrôler, toi. Parce qu'encore une fois, si quelqu'un achète de base, quelqu'un l'utilise pour le financement de terrorisme, putain, à un moment, qu'est-ce que tu en sais, tu vois? Qu'est-ce que tu peux. Donc, Bah, je serais curieux il de y a savoir des, à quel il y a, point il y si a- il y vraiment a- ils il y a étaient des règles, en conscients fait. et. Il y a des Ou règles que c'est ça, ou. de KYC, etc. Donc, tu es censé suivre certaines règles, et eux, c'est juste que les règles, ils les ont complètement ignorées. Ils y Donc, sont allés, ouais, ils y sont allés à la one tu again, peux quoi. jamais empêcher à 100% le blanchiment d'argent. Enfin, tu vois, quand tu parles de ces méthodes pour Amazon FBA, est-ce qu'Amazon est responsable de ça? Et Non. c'est Et impossible si à. derrière Ouais. c'était un groupe terroriste, tu vois, tu peux pas à 100%. Mais il y a des précautions que tu es censé faire, qui sont des règles que tu es censé faire, des trucs chiants, des C'est sûr formulaires à qu'ils voient faire ici, remplir, ouais. etc. Ouais. etc. Et si tu ignores. Donc, eux, ils avaient des trucs a priori où, en fait, tu n'avais pas le droit d'aller sur Binance si tu étais un client américain. Mais si tu contactais le support client et tu fais, ah, je suis américain, il te dit, ah, voilà un tutoriel sur comment Mhm. télécharger un Que tu VPN peux pour faire. accéder au Ouais. truc, tu vois. Du coup, les procédures de contrôle interne
étaient risibles, et surtout là-dessus, qui se sont fait avoir plus que sur le... Le problème, c'est pas il y a eu du blanchiment d'argent sur ton truc. Le truc, c'est il y a des règles, des procédures qui sont censées mettre en place pour éviter ça. Et si tu fais ces procédures, rien peut te demander. Donc, c'est très bureaucratique. C'est comme les banques. Tu vois, c'est vrai que les banques vont te faire chier sur un tas de trucs. Et tu dis, ben voilà, vous voyez bien que mon projet, il tient la route et tout. Mais en fait, comme tu as coché certaines cases, eux, ils veulent juste suivre la procédure. Ils veulent pas trop se poser de questions parce que tant qu'ils suivent la procédure, on leur dit rien. Et s'ils la suivent pas, c'est là où ils prennent uniquement le risque. C'est pour ça que, par exemple, que dans beaucoup de banques, dès que tu as le mot, si tu vends des formations sur la crypto, mais tu les vends normalement, tu vois, dès que tu as le mot crypto dans ton projet, ils vont refuser parce que ça les intéresse pas. Même si, en fait, s'ils étudiaient le projet, il n'y a pas de risque particulier à ce niveau-là. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de personnes qu'on connaît qui avaient des business dans le domaine de la crypto étaient obligés de se faire payer en crypto. Parce qu'ils avaient du mal sur les banques, même si en fait leur business c'était on est un média, quoi. On est un média qui publie du contenu, il n'y a pas de danger particulier. Sur ce, on va s'arrêter là. Si vous nous suivez, laissez-nous un commentaire. Il y a quand même le reveal, non? Et le reveal, on a oublié le reveal. Les chiffres bien, Black Friday. bravo. Les chiffres Black Friday, c'est ce que vous attendiez tous. J'ai failli vous voler votre reveal. 59, il reste plus qu'une minute. 15. Putain, pourquoi mon. Okay. Moi, 15 heures. Moi, je suis à 15h et 3 secondes. Je vais même essayer de faire le refresh pour que. Vas-y. Dashboard. Le Black Friday. Oh putain, ça c'est déjà refresh. Ok, bon bah dommage, j'aurais pas pu. Donc on est tombé à ça. Black Friday. Donc c'est combien? Peut-être que je refresh. Peut-être. Il faut que tu le lises pour moi parce que les auditeurs verront la vidéo correcte, mais moi, je te l'ai en trop pixelisé. Je sais même pas si c'est entré encore, mais ça dirait 240K hier. Je suis pas sûr que ce soit correct. Je pense que c'est plus. Je sais pas si c'est non, ça n'a pas encore actualisé les US. Ok, il manque les US encore, les chiffres des US. Donc je pense que tu rajoutes 240K, tu rajoutes encore 90K environ. Donc on devrait être à 330 pour la journée. Donc c'est bien pour toi. Très bonne journée pour nous. Je vais pas faire genre. Non, c'est très bien quand même. 330 bonne journée, c'est très bien. Je pense que ça va être le peut-être top 5 ever, je pense. On a peut-être vu quelques journées un peu au-dessus, mais pas beaucoup. Ok. Ouais. Félicitations. Merci. Par contre, le problème maintenant, c'est qu'en fait, tu veux pas non plus trop vendre et après plus avoir de stock après. Donc là ça va être un peu le rush pour voir est-ce qu'il y a des produits qui ont trop bien fonctionné et tu vas être en rupture. Le problème d'avoir des produits, un business avec du stock. Quoi. Ouais. Très bien. Et bien sur ce, laissez-nous un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix et surtout sur YouTube. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et dites-nous en commentaire de la chaîne YouTube quel numéro d'abonnés vous avez. J'imagine qu'on n'a pas encore passé les 1000 abonnés. Et sur YouTube, vous pouvez voir les abonnés exacts avant jusqu'aux 1000 justement. Donc si vous êtes abonné 639, dites-nous vous êtes abonné 639. Ça sera marrant de voir ça quand on aura dépassé le trilliard d'abonnés d'ici 2-3 ans. Voilà, merci à vous et on vous retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Ouais.